Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce moment d'échange autour du PRP dans l'arthrose. Mon nom est Maïline Draxler. Je suis responsable produit de la gamme orthobiologie au sein d'Artrex. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alain Sylvestre, radiologue interventionnel au centre de l'arthrose de Mérignac à Bordeaux. Donc, j'aimerais déjà le remercier pour sa présentation. Et aujourd'hui, nous allons explorer le PRP dans l'arthrose. Nous allons voir les nouvelles recommandations, les méta-analyses qui ont été publiées en 2025 et nous allons également consacrer une partie à la pratique du docteur Sylvestre. À la fin de sa présentation, nous aurons environ 10 à 15 minutes pour une session interactive, donc de questions-réponses. Et pour cela, je vous invite à poser vos questions sur le chat qui se situe en bas à droite de votre écran. Je lirai vos questions tout au long de la présentation et Dr Sylvestre pourra y répondre. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la main au Dr Sylvestre pour sa présentation. Alors, bonjour à tous. Merci Maïline pour l'invitation. Donc, je vais vous faire l'état de l'art et l'état de la science sur le PRP et l'arthrose en 2025. Donc, le plan de ce soir sera le suivant. Donc, d'abord, on va voir ce qu'est le PRP et ce qu'il y a dans le PRP. Ensuite, on fera des rappels sur le cartilage, l'arthrose et sur l'action du plasma enrichi en plaquettes dans l'arthrose, les actions. Ensuite, on verra les principales méta-analyses, enfin les dernières, surtout celles de 2025, et les recommandations des sociétés savantes. Et après, on verra en pratique comment faire. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on trouve dans la seringue de PRP? Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Donc déjà, pour commencer, comment on obtient du PRP? Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, mais je le répète au cas où. Donc on prend du sang dans un tube ou une seringue, on le centrifuge, et par gravitométrie, les éléments figurés du sang se déposent. Donc en bas, les globules rouges. Au milieu, ce qui s'appelle le Buffy-coat, c'est la concentration des globules blancs. Alors, ils sont aussi en couche, donc en haut les lymphocytes, ensuite les monocytes, les éosinophiles et les neutrophiles. Et au-dessus, le plasma, donc avec en principe un gradient de concentration plaquettaire du haut vers le bas, c'est-à-dire il y a plus de plaquettes en bas près du Buffy-coat qu'en haut. Donc ça, c'est important à savoir parce que quand on veut prendre des concentrations élevées de plaquettes avec pas beaucoup de volume, il faut prendre près du Buffy-coat. Et si on veut prendre des globules blancs, il faut prendre la couche leucocytaire, le Buffy-coat. Voilà. Alors, vous allez voir aussi qu'en fait, quand on parle de PRP, il n'y a pas que des plaquettes. Donc, il y a des globules blancs, des globules rouges, malgré le fait qu'on essaye de les éliminer. Donc, voilà ici sur une série de 1400 PRP réalisés à la clinique. On avait du pur PRP, donc 97% de pureté en plaquettes. Et donc, quand on fait la moyenne et le comptage, on se rend compte que par millilitre, certes, il y a 500 millions de plaquettes, mais il y avait aussi 10 millions de globules rouges et 300 000 globules blancs, malgré le fait que ça soit très pur et on peut difficilement descendre en dessous de ces valeurs. Vous avez ici les chiffres correspondants par rapport au compteur et vous voyez qu'on n'arrive pas à avoir 0 pour les globules rouges et 0 pour les globules blancs. Il y en a toujours un petit peu, même si on fait attention à prélever au-dessus de la couche leucoplaquettaire. Alors les plaquettes, donc les plaquettes, c'est des petites sphères dans lesquelles il y a des granules. Et donc dans ces granules, il y a à peu près 1500 molécules bioactives. Et ces molécules permettent d'activer les voies anabolisantes et catabolisantes et anti-inflammatoires dans les tissus. Donc si on regarde, voilà, ici ça se déroule dans une boîte de pétri, la prolifération fibroblastique avec du PRP. Donc il y a 2 études qui ont étudié la prolifération fibroblastique à partir de différentes concentrations de plaquettes par rapport à la ligne de base du sang total. Et l'optimum pour la prolifération fibroblastique était
lorsqu'on avait 2,5 fois la ligne de base. Donc vous avez les études chaque fois en bas, vous les retrouverez sur après sur la transmission du live. Donc vous pourrez prendre les références. Je ne vais pas les donner à chaque fois. Donc ça, c'est important à garder en tête, c'est que idéalement, pour qu'on ait le meilleure efficacité du PRP, il faut essayer d'être à 2,5 fois la concentration sanguine en plaquettes. S'il y en a moins, ça marche moins bien, mais s'il y en a trop, ça marche moins bien aussi parce que, en fait, il y a toujours des doses optimales dans le vivant et il y a des doses toxiques et des doses insuffisantes. Voilà. Après, dans le plasma, donc c'est 90% d'eau, mais il y a aussi 200 protéines plasmatiques, 50% d'albumine, des immunoglobulines, 20%, et après d'autres molécules que vous trouvez dans la liste. Du coup, se pose la question de la bioformulation idéale du PRP. Alors, qu'est-ce qu'il faut idéalement pour que le PRP soit le meilleur possible pour la réponse thérapeutique? Donc, je vais vous lister une série de problèmes et vous allez voir que ce n'est pas du tout simple. Donc, tout ça est sourcé par des articles, hein. Donc, d'abord, on sait que les effets du PRP ne sont pas uniquement basés sur la concentration plaquettaire. Et actuellement, la combinaison et la concentration précise des plaquettes et des leucocytes pour une réponse thérapeutique n'est pas connue. Voilà, il faut le dire clairement. On ne sait pas exactement combien il faut de plaquettes, s'il faut des blancs, pas des blancs, combien de blancs. Voilà. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut pas les rouges. Du tout, de globules rouges, parce que c'est toxique, même s'il y en a un petit peu, vous avez vu, mais il faut les éliminer le plus possible. Ensuite, je vous l'ai dit, il y a plus de 1500 molécules bioactives dans le PRP, auxquelles il faut ajouter 200 protéines plasmatiques, donc ça fait un nombre conséquent de molécules qui interagissent, rétroagissent, et évidemment, pour le moment, on ne maîtrise pas du tout ces interactions, on n'en connaît que très peu. Comme je vous le disais, donc le sécrétome, c'est comme ça qu'on appelle la dégranulation plaquettaire avec les sécrétions des plaquettes. Donc dans ces 1500 molécules, à l'heure actuelle, on n'en a évalué qu'un tout petit nombre, c'est même pas une vingtaine. Ensuite, on sait que le succès thérapeutique clinique n'est pas forcément corrélé au nombre total de plaquettes. Et en plus, pour compliquer la chose, c'est que les plaquettes contiennent des protéines pléiotropiques, c'est-à-dire qu'elles ont des actions différentes en fonction de la concentration et du contexte tissulaire, c'est-à-dire si c'est très inflammatoire, pas inflammatoire. C'est un peu comme les macrophages. Les macrophages, ils ont plusieurs phénotypes en fonction de l'environnement dans lequel ils se trouvent. On retrouve ça aussi en épigénétique, hein. Vous savez maintenant que les gènes, l'action des gènes est dépendante du milieu et du contexte. C'est-à-dire un même gène peut avoir des expressions différentes en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve. Et c'est un peu pareil pour certaines protéines. Pour compliquer encore un peu les choses, le degré d'enrichissement en leucocytes et en cytokines est différent en fonction des différents kits. Donc vous avez ici un tableau dans une étude qui a été faite, et ça peut aller du simple au double. Ils avaient testé 10 cytokines, et il y avait des concentrations pour certaines qui allaient du simple au double en fonction du kit pour un même sang de donneur. Voilà, donc ça complique vraiment les choses. Et enfin, dernière étude là en 2025 qui vient de sortir, c'est que on le savait un peu, mais là ça a été validé, c'est que le profil cytokinique du PRP varie en fonction du poids du patient, c'est-à-dire que chez les gens qui ont un poids normal, on a un certain profil cytokinique, et chez les obèses, on a un autre profil cytokinique qui n'est pas le même et qui explique aussi certaines pathologies. Donc c'est un vrai casse-tête, en fait, pour essayer de standardiser le PRP pour une bioformulation idéale. On est encore un peu loin d'y arriver. Donc en fait, ce qu'on peut dire pour le moment, c'est qu'il n'y a pas un
mais une multitude de PRP, presque autant de PRP que de patients et de kits. Donc ça devient très difficile pour le moment de standardiser tout ça. Et comme on parle de l'arthrose, pour complexifier encore les choses, on sait que maintenant l'arthrose n'est pas une entité unique, il existe plusieurs phénotypes. Donc il y a une étude de l'ORC, qui est l'organisme international de la recherche sur l'arthrose, qui a validé au moins 4 phénotypes d'arthrose. Donc il y a l'arthrose post-traumatique, donc c'est le sport, les traumatismes directs, les micro-traumatismes. L'arthrose métabolique avec principalement l'obésité, mais aussi l'hypertension artérielle, le diabète, les dyslipidémies. Donc ça correspond surtout à l'arthrose des mains, d'ailleurs pour laquelle on ne fait pas de PRP dans les doigts. À part la rhizarthrose, on ne va pas plus loin dans la distalité des doigts. Ensuite, il y a l'arthrose liée au vieillissement. Il a été montré par plusieurs études qu'avec le vieillissement, il y avait une sorte d'inflammation chronique qui s'installait avec des interleukines inflammatoires type 1B ou des métalloprotéases, donc qui accélèrent l'arthrose. Et puis après, il y a les arthroses appelées génétiques, c'est-à-dire quand il y a des dysplasies, des troubles des axes, des choses comme ça, c'est-à-dire qui font que les articulations sont anormales anatomiquement, et donc ça génère de l'arthrose par les contraintes générées. Donc on en arrive finalement à chaque fois à la même conclusion pour les études et les méta-analyses, c'est que comme c'est trop hétérogène et qu'il n'y a aucun PRP qui soit semblable, on ne peut pas conclure. En fait, le problème, il est lié à l'hétérogénéité du PRP, et c'est en rapport avec tout ce que je viens de vous dire. Et pour l'arthrose, donc il y a différents phénotypes, différentes formules de PRP, donc les études randomisées en double aveugle me semblent pas du tout adaptées, parce que il y a trop de variables. Donc en fait, pour prendre une analogie, c'est comme si on voulait comparer l'efficacité d'une vitamine chez les patients en comparant ça à une alimentation complète et en prenant des alimentations différentes, c'est-à-dire asiatiques, africaines, européennes. Donc c'est quasiment impossible. Il faudrait des centaines de milliers de cas pour pouvoir tirer des sous-groupes et, et avoir des conclusions qui soient valides. Donc c'est pour ça qu'on essaye avec le GRIP, le groupe de recherche sur les injections de plaquettes, de mettre en place un registre national où tous les patients qui reçoivent du PRP, enfin pour les médecins qui voudront adhérer au registre, seront rentrés dans une base de données, et on espère avoir plusieurs milliers de cas comme ça, même si chaque fois c'est un peu différent. On pourra faire des sous-groupes, sinon avec les études contrôlées, randomisées, on n'y arrive pas, on voit bien, ça, on n'avance plus là depuis quelques années. En fait, pour paraphraser Socrate, voilà, pour la bioformulation idéale du PRP, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose pour le moment. Voilà pour ce que contient la seringue de PRP. Vous voyez, c'est très, très, très complexe. Et on a encore beaucoup de chemin à faire pour essayer de débrouiller les choses là-dedans. Donc maintenant, on va voir le plasma enrichi en plaquettes et le cartilage. Alors, un petit rappel sur le cartilage. Donc, le cartilage, c'est un tissu avasculaire, c'est le seul tissu qui soit avasculaire. Et il a la particularité d'être un tissu mécanosensible, c'est-à-dire que les contraintes et les forces exprimées sur la matrice extracellulaire du cartilage stimulent les chondrocytes à sécréter des cytokines pro-régénérantes ou inflammatoires, et que dans le cartilage normal, il y a un équilibre qui s'établit entre les mécanismes de dégradation, qui sont constants et permanents, et les mécanismes de réparation, si bien que l'homéostasie du cartilage est assurée. Ici, vous avez une ultrastructure normale du cartilage. Donc en fait, le cartilage, c'est 80% d'eau. Ensuite, il y a du collagène qui est en arche comme ça.
et des protéoglycanes qui maintiennent la structure, et ensuite les chondrocytes qui viennent entretenir cette structure en sécrétant normalement du collagène et des protéoglycanes principalement. Alors maintenant, on va voir comment fonctionne l'arthrose. Alors en fait, on sait que c'est principalement les contraintes excessives qui vont dégrader cette matrice cartilagineuse. Alors contraintes qui peuvent être dues à des excès de travail, des excès de sport, des excès de poids, tout ce qu'on veut, des axes, les gens qui sont en génuvarum très marqués, ils ont une arthrose interne parce que les contraintes passent toutes par le compartiment fémoro-tibial interne. Voilà, donc ça, c'est le cartilage normal, hein. La structure de la matrice est normale, donc du collagène avec des protéoglycanes. Au début, par l'excès de contrainte, les protéoglycanes sont lysés, donc la structure commence à se défaire, et ensuite le collagène est atteint, et donc on arrive à des micro-fissures dans le cartilage, et on va voir que c'est à cause de ça que le cercle vicieux s'enclenche. Voilà, donc on a ici le schéma du cercle vicieux. Alors au passage, il faut noter que maintenant l'arthrose est considérée comme une maladie inflammatoire chronique de basse intensité. Voilà, donc c'est sa définition et qui atteint toute la cavité articulaire, donc la synoviale, le cartilage, l'os sous-chondral, les ligaments, tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, donc dans l'arthrose, je l'ai dit, c'est quand il y a un excès de contraintes. Donc ça commence par dégrader la matrice cartilagineuse. Cette matrice dégradée par mécanotransduction, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, comme le cartilage est mécanosensible, va envoyer des signaux aux chondrocytes qui vont sécréter en réponse à ces contraintes excessives et à cette dégradation, et surtout à la dégradation de la matrice, des cytokines inflammatoires et des métalloprotéases, pardon, donc qui va accélérer la dégradation de la matrice, et donc ça entraîne un cercle vicieux. Donc l'apoptose des chondrocytes s'accélère, donc les chondrocytes meurent, la matrice continue à se dégrader, donc il y a de moins en moins de matrices et de cartilage, donc il commence à y avoir des trous, des fentes, et au bout d'un certain temps de cette inflammation chronique, on le sait maintenant, les chondrocytes finissent par changer de phénotype et de chondrocytes pro-régénérants, c'est-à-dire qui fabriquent du collagène et des protéoglycanes, ils deviennent pro-inflammatoires, et donc ça accélère le cercle vicieux, et donc ça ne s'arrête plus. On le sait bien, quand ça a démarré, l'arthrose s'accélère d'année en année. Vous avez par exemple ici un exemple, hein. Donc, il y a plusieurs études, hein, beaucoup d'études qui ont montré que la perte chondrale dans l'arthrose déclarée est à peu près de 5% par an. Vous voyez, ce qui fait à peu près en 20 ans, on a quasiment plus de cartilage. Donc vous avez un exemple de patient suivi ici en IRM, 2013, une petite fente. 2 ans après, la fente s'agrandit. Et 3 ans après, vous voyez, il y a quasiment un trou assez conséquent dans le cartilage. Voilà cette autre étude qui est intéressante aussi, un IRM, où ça illustrait ce cercle vicieux. Donc c'était l'étude sur des anomalies, au départ des anomalies de signal du cartilage, simplement, sans qu'on parle de fissure ou quoi que ce soit. C'est-à-dire on considérait que le cartilage avait un signal anormal. Donc sur toutes les zones de cartilage anormal, au bout de 48 mois, 57% avaient développé des zones de fissures cartilagineuses. Par contre, sur 540 compartiments sans anomalie de signal, au bout de 48 mois, il n'y avait que 4% de fissures. Donc vous voyez, c'est vraiment corrélé à l'anomalie de signal. Ça veut simplement dire que la matrice cartilagineuse n'est plus normale. Donc elle a perdu du collagène, en gros, et des protéoglycanes. Donc ça correspond bien au schéma explicatif de l'arthrose.
Voilà pour les rappels sur l'arthrose. Donc ça, c'est important à connaître parce que quand on utilise du PRP, il faut essayer de voir quelles sont les voies physiopathologiques qui sont mises en œuvre pour essayer de comprendre comment ça marche et le, s'en servir au mieux. Donc en fait, maintenant, on sait, hein, donc c'est très sourcé, il y a des dizaines et des dizaines de publications qui montrent ça. Donc le PRP dans l'arthrose, ça, ça agit sur l'immunomodulation, donc ça a des effets anti-inflammatoires en modulant l'inflammation à la baisse. Ça a des effets anticataboliques sur la matrice en modulant les métalloprotéases à la baisse. Et ça a des actions anabolisantes, régénérantes, en, en stimulant la production de collagène et de protéoglycanes par les chondrocytes via les facteurs de croissance tissulaire. Donc, en gros, voilà le schéma, comment ça fonctionne. Donc, le PRP va venir stimuler le recrutement des cellules souches in situ dans la synoviale, principalement. Ça va accélérer la mobilité des CSM qui vont pouvoir, avec leurs petits cils là, que vous voyez, se déplacer vers les zones lésionnelles. Ça va accélérer la différenciation de ces cellules souches en chondrocytes. Ça va stimuler la synthèse des constituants, donc collagène, protéoglycane. Ça va aussi stimuler la production endogène d'acide hyaluronique par les cellules synoviales. Et ça va surtout, parce que ça je trouve que c'est le plus important, avoir un effet anti-inflammatoire en inhibant toutes les cytokines et toutes les voies de l'inflammation et des métalloprotéases. Donc cette action anti-inflammatoire, elle est responsable de l'amélioration des douleurs chez les patients, puisqu'en fait, globalement, c'est l'inflammation chronique qui fait mal en stimulant le TNF-alpha et les terminaisons de l'algie. Donc voilà, par l'intermédiaire des fibroblastes synoviaux et des macrophages, ça va moduler l'inflammation à la baisse, c'est-à-dire que ça va diminuer les cytokines inflammatoires et stimuler les cytokines anti-inflammatoires. Cette étude-là montrait qu'il y avait un effet anti-inflammatoire du PRP, principalement sur les deux cytokines les plus importantes, sur le TNF-alpha et l'IL-1-bêta, voilà, au niveau des macrophages et des fibroblastes synoviaux, c'est ce qu'on vient de voir. En fait, toutes les études montrent que lorsqu'il existe un état inflammatoire chronique dans des tissus, donc c'est vrai pour le cartilage, mais c'est vrai pour les tendons et c'est vrai pour d'autres tissus, ça entraîne une dégradation de la matrice via la stimulation des métalloprotéases, donc des enzymes lytiques et des cytokines inflammatoires. Et donc le PRP régule tout ça à la baisse. Voilà, vous avez plusieurs études qui montrent ça de façon certaine. Ça a également un effet positif sur la chondrogenèse en stimulant les protéoglycanes et le collagène de type 2, donc principalement via l'activation des facteurs de croissance, hein, TGF-bêta, PDGF, FGF, tous les facteurs de croissance qui stimulent cette chondrogenèse sont stimulés par le PRP. Et donc en plus, quand on les groupe, ils ont un effet synergique dans l'articulation arthrosique. Et du coup, ça stimule la régénération tissulaire en inhibant donc les voies inflammatoires, les voies de la dégradation des métalloprotéases. Ça régule également l'apoptose cellulaire à la baisse. Et donc, je vous disais, le recrutement des cellules souches et la synthèse de la matrice extracellulaire. Voilà, donc voilà comment ça marche en gros pour l'arthrose et pour le PRP qui peut venir contrer et réduire ce cercle vicieux qui s'installe dès le début des lésions chondrales, même si elles sont focales. Alors maintenant, on va voir que disent les études cliniques et quelles sont les nouvelles recommandations des sociétés savantes. Donc je vous ai sélectionné quelques études et les dernières méta-analyses. Donc celle-là était intéressante, elle a été publiée dans la GSM en 2016 sur la coxarthrose, donc 111 patients, c'était une étude de niveau 1.
Donc, ils ont comparé des injections de PRP seules ou associées à l'acide hyaluronique. Alors, tout d'abord, ils ont montré que le bénéfice était significativement plus important avec le PRP. Et surtout, parce que ça traîne un peu partout, qu'il n'y avait pas d'intérêt à rajouter de l'acide hyaluronique parce que ça n'apportait rien et ça n'augmentait pas les résultats thérapeutiques. Cette autre étude de 2021 qui est parue dans les trucs dérivés de nature, donc c'était sur l'arthrose du genou, 150 patients, ce qui est pas mal. Randomisés en PRP qui recevaient 10 milliards de plaquettes et acide hyaluronique. Donc là, ils avaient montré que l'amélioration était significative dans les deux groupes, mais qu'elle persistait au bout d'un an dans le groupe PRP, alors qu'elle ne persistait pas dans le groupe acide hyaluronique. Donc un effet supérieur du PRP par rapport à l'acide hyaluronique. Bon, il y en a beaucoup d'études qui ont montré ça. Hein. Et voilà, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont fait l'analyse des cytokines, ce qui est assez rare dans les études. Et donc, ils ont montré que dans le groupe PRP, il y avait une diminution significative des principales cytokines inflammatoires. Donc, les principales, hein, je vous dis, c'est IL-1β, TNF-alpha et interleukine 6. Donc là, ça avait été montré sur IL-6 et TNF-alpha. Et ils en avaient conclu qu'une dose de 10 milliards de plaquettes dans un volume de 8 millilitres améliore les résultats, puisque de toute façon, ils n'avaient testé que ça et que c'était positif. Donc effectivement, avec cette dose de plaquettes, on a une bonne réponse thérapeutique. Alors maintenant, on va voir les méta-analyses. Donc là, première méta-analyse en 2017, 14 essais contrôlés randomisés qui représentent 1423 patients, donc comparé à placebo, acide hyaluronique, ozone et corticoïdes. Et donc chaque fois, les PRP étaient plus efficaces dans le traitement de l'arthrose du genou que par rapport aux autres solutions. Cette étude de 2025, alors là, c'est les dernières méta-analyses, il y en a 3 ou 4 là en 2025. Donc 18 essais contrôlés randomisés, 2000 patients quasiment. Donc amélioration statistiquement supérieure du PRP par rapport au placebo. Ensuite, les sous-analyses ont montré que le PRP avec une concentration plaquettaire à 800 000 plaquettes par microlitre procurait un soulagement cliniquement significatif par rapport à une concentration plaquettaire inférieure. Et ce bénéfice s'est maintenu pendant au moins un an. Ensuite, ces deux autres méta-analyses, 40 études, montrent que le PRP pauvre en leucocytes améliore la fonction et la douleur chez les patients et que c'est supérieur encore à l'acide hyaluronique et aux corticoïdes. Cette deuxième méta-analyse en 2025 confirmait l'efficacité et la sécurité du PRP. Donc vous voyez, ça commence quand même à... Quand les gens disent que ça ne marche pas, il faudrait qu'ils lisent un peu la littérature, parce que là, maintenant, c'est quand même bien établi que le PRP est efficace et plus efficace que l'acide hyaluronique et les corticoïdes, et que ça dure au moins un an. Cette étude, donc 40 études, voilà, donc là, on retrouve ce que je disais au début, que quand la concentration de PRP est 2,5 fois la dose, c'est l'optimum. Et vous voyez là, ils ont également remarqué que pour une concentration en plaquettes de 2 à 4 fois le sang, donc ce qui correspond à peu près à l'intervalle de 2,5, semble optimal pour l'arthrose du genou. Donc ça, c'est important à prendre en compte parce que les kits ne concentrent pas tous la même... n'ont pas toutes la même concentration plaquettaire et le même rendement. Donc il faut prendre ça en compte. Et ce que cette étude montre également, c'est que des concentrations excessives, donc trop importantes, peuvent entraîner des effets paradoxaux.
et il pense que c'est dû à une surstimulation des voies inflammatoires et de la libération de médiateurs cataboliques. En fait, ça revient à dire que quand il y a trop de plaquettes, on arrive dans des effets toxiques, donc des effets délétères. Donc voilà, donc ça confirme cette histoire de 2,5 fois la ligne de base qu'il faut garder en tête parce que c'est l'optimum. Voilà, donc en fait, quand on prend toutes les méta-analyses qui sont sorties en gros et les études cliniques, eh ben, toutes, ou quasi toutes, il y a quelques discordances, mais bon, montrent que le PRP est supérieur à l'acide hyaluronique et au placebo pour la douleur et la fonction, et que si on prend les scores de VOMAC, le VOMAC diminue plus et de façon statistiquement significative après traitement par PRP que par traitement par placebo ou acide hyaluronique. Donc ça se confirme. Ensuite, plusieurs études ont montré, mais ça c'est logique, que les résultats sont meilleurs quand les patients sont plus jeunes et avec peu de dégénérescence cartilagineuse. Donc si on traite des patients de 40 ans avec juste des lésions chondrales focales, on aura un meilleur résultat que si on traite des patients de 80 ans avec une arthrose stade 4. Donc il y a plusieurs études également qui ont montré que la dose comprise entre 4 et 10 milliards de plaquettes en plusieurs injections était optimale pour le traitement de l'arthrose. Donc ça revient à la conclusion de tout ce qu'on a dit. Voilà. Donc maintenant, on va voir quelles sont les recommandations des sociétés savantes, donc l'ESCA et le GRIP. Alors, pour l'ESCA, donc c'est une société savante d'experts européens. Donc, un consensus a été établi, je crois, en 2024, oui, enfin, oui 2024. Donc, ils recommandent le PRP pour la gonarthrose de stade 1 à 3, niveau de preuve A. Il souligne que l'efficacité est prouvée sur l'amélioration de la douleur et l'amélioration fonctionnelle, supérieure au placebo, et plus durable que l'effet des corticoïdes, avec évidemment un meilleur profil de sécurité, parce qu'il n'y a pas tous les inconvénients des corticoïdes, avec consensus fort, hein, 8,7 sur 9. L'arthrose de stade 4, c'est pas recommandé, mais si les patients ne veulent pas la prothèse, ben on peut l'utiliser et on a des résultats satisfaisants. Moi, c'est ce que je fais. Quand ils ne veulent pas la prothèse, je leur dis on essaye le PRP et on est dans des fourchettes d'efficacité de à peu près 60 à 70% des patients avec une amélioration significative du score de VOMAC. Donc, ils ne recommandent pas le PRP en prévention, ce qui est peut-être dommage parce que je pense qu'un jour il faudra y venir. Il souligne que en cas d'atteinte fémoro-patellaire isolée ou mixte, l'utilisation est également validée. Donc moi je l'ai constaté plusieurs fois chez des femmes relativement jeunes avec des chondropathies fémoro-patellaires, alors sans instabilité bien sûr. On a vu des résultats intéressants et que bien sûr il vaut mieux préférer le PRP aux injections de corticoïdes parce que maintenant on le sait très bien, les corticoïdes sont chondrotoxiques. Donc si ça soulage pendant 1 ou 2 mois, ensuite ça altère la matrice cartilagineuse et ça repart avec des lésions d'arthrose dans les suites. Alors ensuite, les recommandations du GRIP. Donc, le GRIP, c'est le groupe de recherche international sur les injections de plaquettes, auquel je fais partie. Donc, il constate qu'on peut faire ce traitement en première intention dans l'arthrose du genou, mais évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une nécessité de standardiser les protocoles d'injection pour garantir la reproductibilité, et vous avez vu que c'est loin d'être simple. Ensuite, pour le schéma thérapeutique, on sait que 2 à 4 injections sont meilleures qu'une injection.
Nous, à la clinique, on fait 2 injections à une semaine d'intervalle. Voilà, on en fait quasi jamais 3 et on a 70% de bons résultats à 1 an. Et l'HAS qui note l'intérêt du PRP dans la gonarthrose, mais toujours pareil, nécessité de mieux standardiser les préparations. Voilà, on tourne en rond. Voilà, alors maintenant, en pratique, comment fait-on? Donc les bonnes indications, c'est évidemment l'arthrose et ou les chondropathies focales. Donc valider pour les chondropathies focales quand il n'y a pas d'arthrose visible sur la radio et qu'il y a un arthroscanner ou une IRM, ça fait partie des bonnes indications. Chez les patients évidemment qui souffrent, hein, on ne traite pas les images, mais les patients. Alors, les contre-indications absolues, donc il y en a toute une liste et il y a un travail qui a été fait par le GRIP, mené par Florent Aymar, sur les états infectieux et les néoplasies. Donc, je vous le recommande, tout est bien détaillé. Donc, septicémie, état infectieux, infection locale, néoplasie en cours, évidemment, le PRP est contre-indiqué, mais après, toutes les thrombocytopénies, le syndrome de dysfonctionnement plaquettaire, c'est contre-indiqué puisque les plaquettes sont malades, donc on ne va pas injecter les plaquettes malades. Ensuite, il y a les interactions avec les médicaments. Donc, il y a plus de 2 articles là, qui avaient fait le point sur ça. Donc, nous, ce qu'on retient, c'est que patients sous INS ou corticoïdes péros, donc il faut arrêter une semaine après et 3 semaines, une semaine avant, pardon, et 3 semaines après le traitement. Les patients sous anti-agrégants plaquettaires, vaut mieux arrêter 8 semaines avant et une semaine après. Par contre, pas de, on n'a pas besoin d'arrêter l'aspirine à basse dose. Et s'il y a eu une infiltration de corticoïdes dans l'articulation, il faut attendre 6 semaines avant de faire du PRP. Les contre-indications relatives, c'est les ostéochondromes intra-articulaires avec les corps étrangers. Donc il faut faire un lavage de l'articulation. Il vaut mieux pas traiter une articulation instable, hein. Il vaut mieux la stabiliser avant de la traiter. Et ensuite, en ce qui concerne les arthropathies inflammatoires, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthropathie, etc., c'est pas une indication. Alors les modalités thérapeutiques, donc on peut faire, il faut faire un guidage, hein, parce qu'il n'est pas question d'injecter ça comme ça. Donc soit avec l'échographie, soit avec la radio, hein, en mettant un traceur de l'iode, toujours en respectant une asepsie rigoureuse, hein, comme toutes les injections intra-articulaires. On a très peu d'arthrite septique, hein. À la clinique, on fait 3 ou 4 000 injections de genoux. Alors pas que du PRP, hein, mais on n'a pratiquement pas de sepsis. On en a moins de 1 par an. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, voilà, donc les études récentes, donc les résultats sont meilleurs avec les injections multiples. Et voilà, moi je m'étais basé là-dessus pour fixer nos 2 injections à la clinique. Donc là, cette étude montrait qu'il y avait de meilleurs résultats avec 2 injections qu'avec une seule et que la 3e injection n'apportait pas grand-chose de plus. Donc on pouvait se fixer à 2. Donc voilà le schéma dans le service. Donc 2 injections à une semaine, donc adapté à la capacité articulaire, hein. Pour les genoux, là actuellement, on met 12 millilitres, ce qui correspond à 66 milliards, 6 milliards de plaquettes. En 2 fois, ça fait 12 milliards. Voilà. On peut faire une anesthésie locale, mais extracapsulaire, hein, sous-cutanée, si les gens sont trop pusillanimes. Et après, ce qui est très important, c'est quand vous piquez, avant de faire le PRP, aspirer. Et s'il y a du liquide synovial qui vient, il faut tout vider. Comme ça, on vide les cytokines inflammatoires, du liquide synovial et également les enzymes lytiques, métalloprotéases, etc.
Donc, concernant les suites, donc, il n'y a pas besoin d'immobilisation. Donc, on conseille une activité modérée pendant 3 semaines, donc pas de sport, hein, pas de sursollicitation du genou. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont contre-indiqués comme pendant 3 semaines, de même que le glaçage. Par contre, le chaud, enfin les cataplasmes chauds là, peuvent être utilisés. Il y a une thèse qui vient de sortir qui montre que avec le chaud, on active les voies régénérantes. Donc, et en plus, les patients, moi, ça fait plusieurs mois que je fais ça, ils sont très contents, ils me disent que ça leur fait du bien le chaud. Donc pour les douleurs, on peut utiliser du paracétamol ou du paracétamol codéiné. Et la reprise du sport se fait à 3 semaines. Et on peut, dès la première semaine, si les patients ne sont pas du tout musclés et qui ont besoin de renforcement musculaire, faire du renforcement musculaire progressif et indolore. Voilà. Eh ben, merci pour votre attention et je rends l'antenne à Maïline. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, on va passer à la partie questions. Il y a eu pas mal de questions qui ont été posées tout au long de la présentation. Donc, je vais les lire au fur et à mesure. Après, il y a des questions qui ont été répondues lors de votre présentation. Donc, si ce n'est toujours pas clair par rapport à ce qu'a dit, Dr Sylvestre, n'hésitez pas à reposer la question. Alors, la première question est quels sont les effets indésirables précoces du PRP? Alors, les effets indésirables, ils sont assez constants. C'est pendant les 3-4 jours après l'injection. C'est un genou gonflé, douloureux, difficile à mobiliser. Donc ça, moi, je préviens les patients que ça va arriver. Ça arrive à peu près 2 fois sur 3. Donc comme ça, ils sont prévenus. Je leur dis de ne pas s'inquiéter. Et je leur dis, s'il y a des douleurs, vous prenez une paracétamol. Et ça va passer au bout de quelques jours. Voilà. Mais c'est assez constant. Ok, merci pour votre réponse. Lors de votre présentation au début, vous avez dit que vous injectez principalement le PRP dans la rhizarthrose, mais vous n'injectez pas l'arthrose digitale interphalangienne. La question était pourquoi, puisqu'on a un médecin qui a eu de bons retours d'expérience sur cette indication. Alors, pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a pas beaucoup de place pour injecter, donc on n'arrive pas à injecter plus d'un millilitre, donc ce qui ne fait pas beaucoup de plaquettes, même si on le concentre. Et ensuite, je l'avais fait au début, les résultats étaient assez décevants, et ensuite, il n'y a pas d'études qui sortent là-dessus, il n'y a rien. J'ai vu aucune étude passer, donc pour le moment, j'attends de voir ce qui va sortir, et s'il y a une étude intéressante qui sort, on pourra essayer, mais enfin, pour ce qu'en disent les spécialistes de l'arthrose digitale est vraiment pas du tout la même que les arthroses des autres articulations. Donc je ne sais pas. Pour le moment, on ne sait pas. D'accord, merci. Une autre question, c'était, alors c'est le docteur Poisson qui écrit que dans sa patientèle, il y a des moments de l'année où il y a des épisodes plus ou moins inflammatoires. Comment est-ce qu'on explique cela? Est-ce que c'est dû à la météo, la sensibilité articulaire? Alors, bon, mais dans l'arthrose, on sait que les gens sont sensibles au changement de temps. Donc, je m'étais demandé pourquoi. C'est qu'en fait, c'est qu'il y a des mécanorécepteurs dans l'articulation et quand il y a des changements de temps, il y a des changements de la pression atmosphérique. Et je pense que c'est ce qu'enregistrent les gens quand ils ont des douleurs. Ils disent, tiens, il va pleuvoir parce que mon genou me fait mal. C'est parce que les mécanorécepteurs enregistrent ça et ça doit être exacerbé dans l'arthrose plus que dans les articulations normales. Voilà, mais ça semble pas complètement absurde ce que disaient nos grands-mères, que quand elles avaient mal au genou, c'est qu'il allait pleuvoir. Oui, c'est vrai. Une question, vous y avez déjà un peu répondu, mais peut-être qu'on peut reformuler. Est-ce qu'il y a un protocole d'asepsie spécifique pour les injections de PRP? Alors, il n'y a pas de protocole spécifique, il y a un protocole d'asepsie rigoureuse comme toutes les injections articulaires. Nous, on fait une désinfection en 4 temps.
Donc, premier temps à l'alcool, on rince à l'eau. Deuxième temps à la bétadine, et on rince à l'eau. Et troisième temps, on remet de la bétadine et on laisse sécher. Et après, on peut injecter. C'est l'eau stérile, hein, pardon. On rince avec des petites fioles d'eau stérile. Hein. C'est pas l'eau du robinet. Vous en avez parlé tout à l'heure très rapidement. Est-ce que vous injectez le PRP en prévention dans le cadre de la gonarthrose chez le sportif? Alors, en prévention pure, non, puisque on ne fait pas de sportifs qui vont bien et on n'injecte pas du PRP au cas où. Par contre, moi, dès que les sportifs qui sollicitent beaucoup leurs genoux, notamment les joueurs de foot, joueurs de rugby, s'ils ont des lésions chondrales, donc en général, quand ils ont un peu mal au genou, ils passent très vite à l'IRM, surtout ceux qui sont dans les équipes nationales. Et dès qu'il y a des lésions chondrales, avec le staff médical, certains, oui, on injecte du PRP d'abord pour essayer d'enrayer la dégradation du cartilage et pour les soulager. Ouais. C'est un peu la transition par rapport à la prochaine question, qui est est-ce qu'on peut dire ou non que les injections de PRP reconstituent le cartilage en épaisseur, par exemple? Non, on ne peut pas encore le dire. D'abord parce qu'il n'y a aucune étude qui l'a prouvé. Ce qu'on soupçonne, et maintenant avec les nouvelles IRM et l'IA qui vont permettre de faire du calcul volumétrique du cartilage, c'est que ça stoppe la dégradation. Donc, je vous le disais dans le topo, quand il y a de l'arthrose avérée, donc la perte chondrale est évaluée à 4-5% par an. Et on soupçonne qu'avec le PRP, moi je l'ai un peu constaté en faisant des IRM de recherche là, chez certains patients, que la perte chondrale était de moins de 1%. Donc il y a des chances que ça permette au moins de stabiliser le cartilage. Ouais. En fait, c'est logique, parce que quand ça fonctionne, ils ont plus mal. Donc s'ils ont plus mal, c'est qu'il n'y a plus d'inflammation chronique. Et s'il n'y a plus d'inflammation chronique, les mécanismes de dégradation du cartilage sont stoppés. Voilà. Merci pour votre réponse. Une question, vous avez abordé ce sujet en fin de présentation. C'est le volume d'injection de PRP dans le genou. Gros volume, dose dépendant. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la dose et le volume? Est-ce qu'il existe également un volume maximum à injecter dans la gonarthrose? Alors oui, il y a une corrélation entre la dose et le volume, puisque c'est tant de plaquettes par millilitre. En gros, les kits actuellement, si on prend la moyenne hein, sur 1000 PRP, on est à peu près à 500 000 plaquettes par millilitre. Donc si on injecte 8 millilitres, ça fait 4 milliards. Si on en injecte 12, ça fait 6 milliards. Donc forcément qu'il y a une corrélation. En plus, quand on augmente le volume, on augmente les autres constituants du plasma dont on ne sait pas exactement ce qu'ils font, mais bon, ils sont là. Et ce qu'on constate là dans les dernières publications, c'est qu'il y a une corrélation entre la dose totale injectée et la réponse thérapeutique. Donc, moi, ce que je conseille, c'est pour un genou de ne pas hésiter à injecter 10-12 millilitres. Donc, en gros, 6 milliards de plaquettes. Et comme ça, on a des résultats qui sont aux alentours de 70% de bons résultats. C'est d'ailleurs les nouvelles. On peut montrer ça. Après, le volume maximal, moi, ça m'est arrivé d'injecter jusqu'à 20 millilitres, mais ça commence à faire beaucoup. Hein, et les suites sont assez douloureuses. Donc, 12-15, ça me semble pour le moment un bon compromis, tant qu'on n'a pas de données supplémentaires. Merci pour ces précisions. On a une question concernant la méthode efficace pour injecter votre PRP. J'imagine que c'est dans la gonarthrose.
Il n'y a pas forcément de précision. Alors, la méthode efficace, la méthode efficace, c'est celle qu'on maîtrise. Et c'est dépend des outils qu'on a. Si vous avez qu'un échographe, vous utilisez un échographe. Je trouve que c'est pas très facile parce que on voit pas forcément les franges synoviales et la graisse intra-articulaire et on peut être amené à injecter dedans, surtout s'il n'y a pas d'épanchement. Et ça c'est difficile à voir. Enfin, à la clinique, on injecte tous sous contrôle radioscopique avec un traceur iodé. Comme ça, on est sûr, hein, on injecte et si le traceur iodé se répand dans toute l'articulation, c'est que on est bien en intra-articulaire. Après, ça dépend s'il y a l'épanchement, c'est plus facile. Hein, vous piquez, vous aspirez, il y a du liquide synovial qui revient. Bon, là, c'est qu'on est dedans. Mais quand les genoux sont secs, hein, moi, je pique beaucoup de genoux secs. Hein, pour moi, le plus sûr, et en plus, le plus aseptique, c'est sous radioscopie avec de l'iode. On a une question sur l'effet sur la douleur. Alors, certains patients que je traite par PRP me disent que l'effet sur la douleur est apparu seulement après quelques heures. Comment est-ce qu'on explique cela? Bah oui, moi j'ai des patients, parce que je les revois une semaine, hein, qui me disent ça va mieux. Dès le deuxième, troisième jour, ça allait mieux. Ça s'explique par l'effet anti-inflammatoire. Des fois, l'effet anti-inflammatoire est assez rapide. Et donc, si on diminue fortement l'inflammation assez vite, les patients n'ont plus mal, ou beaucoup moins mal. Et ça, oui, ça arrive régulièrement. Hein. Là, encore aujourd'hui, j'en ai eu 2 qui m'ont dit, c'était la deuxième injection, ils m'ont dit, au bout de 3 jours, j'ai vraiment senti que j'avais beaucoup moins mal. Moi, je leur dis, écoutez, c'est bien, c'est de bon augure, hein, c'est que ça devrait bien marcher complètement. Une question sur la dose. Est-ce que la dose de PRP est la même dans la coxarthrose que dans la gonarthrose? Non. D'abord parce que le volume n'est pas le même. Dans les coxarthroses, on injecte, enfin moi j'injecte 9 millilitres, ce qui est déjà pas mal. On le sent à la fin, ça commence à devenir un peu dur de pousser avec le piston. Donc c'est que vraiment c'est plein et ça résiste et les patients commencent à sentir la douleur, alors que 12 millilitres ou 15 millilitres dans un genou, ça passe très facilement. Donc en gros, 9 millilitres dans une hanche, ça fait 9 fois 5, 45, 4 milliards et demi. 12 millilitres dans un genou, ça fait 12 fois 5, 60, 6 milliards. Donc c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Une question sur les contre-indications. Lorsqu'on a une néoplasie qui est en cours ou lorsqu'il y a des antécédents, est-ce qu'on peut injecter du PRP? Et si oui, à combien de rémissions si c'est OK d'injecter? Alors, là, il faut lire l'article de Florent Aymar et du GRIP. Donc, ça dépend de la nature du cancer, s'ils sont solides ou pas. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que néoplasie en évolution, on n'injecte pas, contre-indication. Il faut attendre la rémission complète, donc à 5 ans. Et pour certains cancers qui sont sur des évolutions un peu plus longues et tout ça, il faut avoir l'autorisation du cancérologue. Mais en dehors des cas où il n'y a pas une rémission complète à 5 ans, il vaut mieux prendre des précautions. Alors ne pas injecter ou injecter sous les autorisations du cancérologue. Alors, toujours dans les contre-indications, vous avez parlé des antiagrégants plaquettaires. La question était de quel antiagrégant est-ce que vous parliez spécifiquement? Tout sauf l'aspirine. Ouais. Est-ce qu'il faut également stopper le Cardégique 75? Non, tout ce qui est aspirine, on garde. Donc, Cardégique 75, tout ça, on garde. Par contre, Plavix et tous les antiagrégants purs, il faut arrêter. Parce que là, pour le coup, ça bloque la dégranulation plaquettaire. Oui. L'aspirine, ça bloque une voie, mais il reste d'autres voies qui s'ouvrent et qui permettent de dégranuler et donc de libérer les
facteur de croissance et tout. Mais le Plavix et tout, ça bloque complètement la plaquette jusqu'à la fin de sa vie. Donc la durée de vie d'une plaquette, c'est à peu près 7-10 jours. Donc il faut vraiment arrêter 10-15 jours avant. Et sinon, les plaquettes, elles servent à rien. Elles sont bloquées. Concernant la rhizarthrose, on y revient. Quels sont vos retours cliniques concernant cette indication? Alors, bon, j'ai pas fait d'études, donc je peux pas donner de chiffres, mais je revois des patients, et notamment certaines de mes manipulatrices qui sont un peu âgées, qui avaient mal au pouce. Alors, c'était un peu avant, hein, quand on avait encore les cassettes. Elles ne pouvaient plus porter les cassettes de radio, donc ça leur faisait mal. Et donc, j'en ai fait à certaines, et ça a été un bon succès. Ça dure à peu près 2-3 ans. Mais après, je ne peux pas donner de chiffres. Je ne sais pas à combien de pourcents ça fonctionne. Mais bon, en gros, les patients qui ont une rhizarthrose douloureuse, donc qui ne sont pas du recours à la chirurgie, ça vaut le coup d'essayer parce que je pense qu'il y a au moins un patient sur deux qui répond bien avec des améliorations significatives, hein. J'ai revu plusieurs patients en dehors de mes manipulatrices radio qui m'ont dit ouais ben ça va bien, hein. Ça a duré 2-3 ans avec des bons résultats. Et, Mais bon, après, et, il n'y a pas de chiffres. et est-ce que vous aviez procédé à un protocole de mono-injection ou de multi-injection pour cette indication? Alors, c'est pareil, pour les articulations, je fais tout le temps 2 injections. Donc là, ce que je fais sous écho, c'est plus facile. Donc je fais une anesthésie locale péricapsulaire, parce que c'est quand même assez douloureux. J'attends un peu, 5 minutes. En général, ça suffit à anesthésier la capsule. Et après, je rentre dans l'articulation, j'injecte tout ce que je peux. C'est 1,5. Et puis après, j'en mets un peu autour, parce qu'il m'en reste toujours un peu, à peu près. J'ai des seringues de 3 hein, quand je fais des rides d'arthrose. Donc je mets ce que je peux dedans, 1,5, 2 si ça rentre. Et après, je mets autour. En retirant l'aiguille, j'en mets autour. Je me dis, bon, de toute façon, elles vont être là, on va voir. Elles vont peut-être désenflammer la capsule par la voie extérieure. Bon, c'est un peu empirique hein, là, mais bon, ça marche pas trop mal hein, finalement. Merci pour votre retour d'expérience. Vous en avez pas mal parlé, mais qu'est-ce que vous pensez du PRP hyper volumétrique en une seule injection? Et c'est quoi hyper volumétrique? Je sais pas. Il n'y a pas forcément de précision, mais c'est vrai que vous l'avez dit à plusieurs reprises, Bah votre oui, protocole, c'est plutôt à multi-injection. oui, enfin, toutes les études montrent que quand même, ça marche mieux en 2 injections qu'en une. Donc il vaut mieux faire, bon, mettons, au lieu de faire 24 en un seul coup, dans un genou, je parle, hein, 24 millilitres, il vaut mieux faire 2 fois 12, je pense. Parce que, enfin, il y a un support physiopathologique là-dessus, c'est que quand on fait une injection, pendant 7 jours, les plaquettes restent encore actives dans le genou. Et après, elles meurent. Et donc, si on refait une injection à 7 jours, on relance les processus pendant encore 7 jours. Donc, on a 15 jours de couverture, de libération de cytokines anti-inflammatoires et tout. Et c'est certainement pour ça que c'est mieux que d'avoir qu'une semaine. Ce qui correspond finalement aux différentes étapes de la cicatrisation naturelle. Voilà, exactement. Alors, on a parlé tout à l'heure, on a parlé de la rhizarthrose. Juste pour répéter, vous injectez combien de ml de millilitres dans la rhizarthrose? Je viens de le dire, là, entre 1 et 2, si ça rentre, et après, ce qui reste, s'il reste 1,5 ou 1, je le mets autour, en extracapsulaire. De toute façon, quand c'est plein, les gens ont mal, hein, donc on voit, on pousse, en plus on ne peut plus pousser sur le piston, ça devient dur, il commence à faire la grimace. Donc là, en général, je retire l'aiguille en extracapsulaire et j'injecte juste en juxtacapsulaire, mais en externe, en extra articulaire.
Une question concernant les résultats. Y a-t-il des résultats radiologiques du PRP? Non. Il peut y avoir des résultats IRM, mais à condition de faire des IRM avec du T2 mapping et du calcul volumétrique du cartilage, ce qui est très complexe à faire et qui se fait absolument pas en routine. Donc là, on peut voir des petits changements sur le T2 du cartilage. Alors, le T2, c'est le temps de relaxation en IRM, et ce temps de relaxation dépend de la structure de la matrice extracellulaire. Donc, il y a plein de publications qui ont analysé le T2 de cartilage normal et le T2 de cartilage pathologique. Et donc, on a une valeur seuil, 40 millisecondes. Donc, ça se calcule en millisecondes, le T2. Et donc, quand on a un T2 qui est inférieur à 40 millisecondes, on est dans du cartilage à structure normale. Et quand il est supérieur à 40 millisecondes, on est dans du cartilage pathologique. Et plus le temps augmente, plus on se rapproche du cartilage complètement détruit. Voilà. Donc c'est 40 à 80. Mais ça, il faut faire après. C'est ce que je vais faire pour essayer de montrer avec notre nouvelle machine IRM, là, voir comment est l'effet restructurant du cartilage. Mais il faut de l'IA maintenant pour ça, parce que c'est trop difficile à faire avec ses petites mains tout seul. Hein. C'est beaucoup de données qu'il faut traiter. Donc avec l'IA et des logiciels spécifiques, on va commencer à pouvoir le faire. Merci pour votre réponse. On a une question concernant votre organisation et la manipulation. Est-ce que vous aseptisez avec une protège-sonde d'échographie stérile ou non? Non. Alors, donc nous, on fait dans le service, on doit faire une vingtaine de procédures éco-guidées par jour. Et je touche du bois. On n'a pas eu de sepsis. Et donc, on a un protocole. On ne met pas de gel. On met du gel hydroalcoolique à la place du gel pour faire l'écho. Donc ça permet déjà de désinfecter une partie. Et ça abîme pas les sondes. Donc on essuie bien la sonde et tout, évidemment. Donc une fois que la sonde est propre, on met du gel hydroalcoolique, on fait l'écho avec ça. Ensuite, on essuie avec une compresse stérile, on met de la bétadine, puisque le gel hydroalcoolique et la bétadine sont compatibles sur le plan de l'asepsie, et on se guide comme ça, la bétadine servant avec un peu de gel hydroalcoolique, on mélange, ça fait un gel antiseptique. Et on n'a pas de souci. Parce que habiller les sondes avec des poches et tout, le bazar, il y a toujours de l'air qui se met, c'est jamais forcément mieux stérile, parce que de toute façon, la poche, il faut aussi mettre du gel, donc si c'est pas du gel stérile, ça sert à rien. Donc je vous conseille de mettre du gel hydroalcoolique pour commencer, vous faites l'écho, après vous essuyez un peu, vous mettez de la bétadine, et vous vous servez de ce mélange de gel qui reste un peu de gel hydroalcoolique et de bétadine pour faire le geste. Vous pouvez piquer, bon, il faut éviter de toucher la sonde avec l'aiguille, mais en général, on piquera de la sonde, on n'a pas besoin de toucher la sonde. Alors, on sort du cadre de la gonarthrose. Quelles sont les zones sur lesquelles vous avez de bons résultats cliniques avec le PRP? Alors, on traite des hanches, des épaules, des pouces, enfin des rhizarthroses, pas beaucoup de coudes, très peu, pas beaucoup de poignets non plus, des chevilles, pardon. Alors, les meilleurs résultats, c'est sur le genou, indubitablement. Après, sur hanches, épaules, chevilles, ouais, je dirais c'est à peu près 50-60% de bons résultats. Mais bon, j'ai pas de chiffres parce que toutes les études que je fais dans le service, je les ai faites sur le genou. Donc là, j'ai des chiffres validés et les études sont souvent sur le genou. Après, sur les autres articulations, il n'y a pas beaucoup d'études et puis
Personnellement, je n'ai pas faite, donc je n'ai pas de chiffres vraiment valables à donner. Une question sur les lésions méniscales. Comment faites-vous pour les fissurations méniscales? Est-ce que vous réalisez une infiltration intra-articulaire ou périméniscale? Alors, s'il y a une fissure du ménisque, c'est qu'elle communique avec l'articulation, donc j'injecte en intra-articulaire et c'est tout. Je ne fais pas de périméniscale. Alors peut-être qu'il faut, mais j'ai pas l'impression que ça apporte grand-chose de plus. Ensuite, on a une autre question sur les antécédents. Est-ce que si on a un antécédent de synovite bilonodulaire sans récidive à 4 ans, est-ce que c'est possible d'injecter? Ben, je ne sais pas. Moi, je le ferai pas parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il y a des facteurs de croissance tissulaire dans le PRP et que s'il reste un petit îlot de synovite, j'aurais peur que ça le booste et ça réactive la synovite. Donc, non, je le ferai pas. Après, j'ai rien lu là-dessus, il n'y a pas de consensus, il n'y a rien pour le moment. Là, c'est plus du principe de précaution. On va passer à l'avant-dernière question. C'est qu'en est-il des douleurs péripatellaires juste après l'infiltration et comment faire pour prévenir cela? Des douleurs péripatellaires? Oui. Ben oui, il y a des douleurs du genou après l'infiltration. On ne peut pas prévenir, hein, c'est pratiquement 2 cas sur 3. Ce qu'il faut, c'est dire aux patients de prendre du paracétamol ou du tramadol, hein, s'ils ont mal, pendant 2-3 jours. Hein. En général, ça ne dure pas plus de 4 jours. Hein. Voilà. Et mettez du chaud. Le chaud, ça leur fait du bien. Ça atténue un peu les douleurs et ils ont une sensation de mieux-être au niveau de leurs genoux. Donc, merci beaucoup. Et donc, on passe à la dernière question. C'est concernant les antiagrégants. Donc, on a une question, c'est est-ce que les cardiologues sont d'accord d'arrêter le Plavix? Donc, il semble que dans certaines régions, ils gardent le Plavix. Donc, la question est est-ce qu'ils sont d'accord d'arrêter? Ah bah alors nous, on renvoie les patients, de toute façon, quand ils sont sous Plavix, chez leur cardiologue, en leur disant que si on veut faire du PRP, il faut pouvoir arrêter. Si le cardiologue ne veut pas arrêter, on ne fait pas de PRP. Enfin, moi, j'en fais pas parce que ça sert à rien. Et je leur propose éventuellement de l'acide hyaluronique en leur disant bon, on peut essayer s'ils n'en ont pas eu. Sinon, ça fait partie des contre-indications. C'est comme ça. Les patients, ils sont un peu des fois dépités, mais je leur dis non, c'est plus important de toute façon vos artères, votre cœur, vos coronaires et votre cerveau que votre articulation. Donc, si le cardiologue ne veut pas arrêter, il a ses raisons. Donc, il ne veut pas prendre de relais avec autre chose. Donc, on ne peut pas faire de PRP, on peut faire autre chose. Alors, le mieux, c'est essayer de faire avec des acides hyaluroniques. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Je vais juste vous reposer une dernière question qui a été posée 2 fois. La question sur la périodicité de réinjection entre Alors 2 injections. ça dépend des patients. Moi, je leur dis clairement, donc là, je vous fais les injections. Vous avez 2 chances sur 3 que ça fonctionne. Je leur dis bien à chaque fois, je leur dis, c'est pas le miracle. Donc si ça fonctionne, ça va durer un certain temps. En général, c'est plus d'1 an. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, des fois 4 ans. J'en ai revu qu'au bout de 4 ans. Et dès que les symptômes reviennent, si ça a bien fonctionné, que vous étiez content du traitement, on refait une série de 2 injections. Donc voilà, ils sont prévenus. Et en général, les patients chez qui ça a fonctionné, je les vois, hein, ils reviennent tous les X mois, enfin X années. Il y en a même alors il y en a certains, ils sont tellement contents, surtout c'est les sportifs de 50 ans là. Alors là, si par exemple ils pouvaient plus faire de sport et qu'on leur fait une injection de PRP et ils reprennent leur sport, ils sont trop contents. Donc ils reviennent tous les ans pour le faire systématiquement. Parce qu'ils me disent non, moi je suis trop content, je ne veux pas avoir des douleurs et tout. J'ai pas mal, mais je préfère refaire.
Donc là, moi, je ne vais pas batailler, hein, s'ils veulent le faire. De toute façon, vu qu'il n'y a pas de risque à faire des injections un peu trop fréquentes, puisque c'est leur plaquette, je leur fais. Et j'en ai comme ça fait des années, hein. Des surfeurs surtout, des surfeurs de Biarritz qui viennent et tous les ans ils font leur injection. Donc je leur dis ok, bah, si ça vous va et ça vous fait du bien, pourquoi pas après tout, hein. Mais sinon après c'est en fonction du retour des symptômes. Voilà. Sauf si les symptômes reviennent au bout de 3 mois, je leur dis si ça revient au bout de 3 mois, on va pas faire un PRP tous les 3 mois, c'est que ça marche pas bien, il faut trouver une autre solution. Mais si c'est au-delà de 9 mois, si vraiment pendant 9 mois ils sont super bien, surtout quand ils sont un peu âgés, qu'ils ne veulent pas la prothèse, moi je leur dis bon ben vous revenez et puis on fait. Voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup pour votre temps, docteur Sylvestre, et pour toutes vos réponses à vos questions des participants. Merci également aux participants d'avoir posé toutes ces questions. Le webinaire sera disponible en replay, donc on vous l'enverra. Il sera également disponible sur la plateforme YouTube. Donc merci beaucoup pour votre présence et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.